À la fin du mois de janvier 1945, Berlin était plongé dans une atmosphère d'effondrement émotionnel et de chaos total. Les sirènes d'alerte aérienne retentissaient immanquablement 2 fois par nuit à 20 heures puis à 23 heures. Les personnes déplacées arrivant de l'Est apportaient des récits terrifiants de ce qui se passait aux mains de l'Armée rouge. Pendant ce temps, la Hongrie, jusqu'alors un fidèle allié de l'Axe dans les Balkans, semblait avoir définitivement changé de camp en soutenant l'Union soviétique. Les nouvelles de l'avancée rapide des forces soviétiques semèrent la panique et la population supposait déjà que le front de l'Est s'effondrait de manière irréversible. Parmi les soldats ordinaires, on espérait que les Soviétiques n'exécuteraient que les officiers et les membres de la SS, tandis que les fonctionnaires et les ouvriers tentaient de se convaincre qu'ils ne seraient pas victimes de représailles de l'envahisseur. Les informations les plus fiables sur l'état du front de l'Ouest ne provenaient pas des sources officielles, mais circulaient de manière informelle grâce au personnel ferroviaire. Ces travailleurs étaient souvent mieux informés des mouvements ennemis que le haut commandement lui-même. À mesure que la guerre avançait, de plus en plus de citoyens allemands prenaient le risque d'écouter secrètement les émissions de la BBC, bien qu'un simple signalement d'un voisin à la Gestapo pouvait les envoyer directement dans un camp de concentration. Malgré cela, de nombreux fervents partisans d'Hitler et de Goebbels continuaient à croire aveuglément les versions diffusées par le ministère de la Propagande, connues sous le nom de promis. Les transports urbains restaient paralysés, obligeant les travailleurs à naviguer quotidiennement à travers les décombres pour se rendre à leur emploi. Certains parvenaient à improviser des abris dans des appartements proches de leur lieu de travail pour éviter les déplacements. Le sac de couchage devenait aussi essentiel que le manteau lui-même et les lits portables se multipliaient dans les foyers de ceux qui accueillaient des proches ou des connaissances fuyant l'Est ou ayant perdu leur maison après les bombardements dans la capitale. Parmi ceux qui avaient des contacts ou des ressources des plans d'évasion de Berlin, commençaient à circuler alimentés par des récits troublants de propriétaires terriens exécutés sommairement par les troupes soviétiques en Prusse orientale. Pour beaucoup, il devenait clair que la noblesse terrienne et les élites militaires étaient désormais des cibles prioritaires de l'Armée rouge, qui, dans sa rhétorique, assimilait l'élimination du national-socialisme à la destruction de l'ancien pouvoir des Junkers. Ceux qui tentaient de quitter Berlin devaient prendre des précautions extrêmes, car Goebbels avait averti que partir sans autorisation serait considéré comme un acte de trahison. Pour quitter légalement la ville, il fallait un laissez-passer uniquement accordé si la personne pouvait justifier que son travail à l'extérieur de la ville était jugé essentiel. Même ceux qui avaient des raisons légitimes étaient discrètement conseillés par leurs collègues « Ne reviens pas, reste là où tu vas ». La plupart rêvaient de trouver refuge dans un village loin du conflit où les fermes disposaient encore de réserves alimentaires. Certains, dans leur désespoir, envisageaient d'obtenir de faux documents, ce qui rendait les diplomates étrangers soudainement très populaires. Les employés des ministères, quant à eux, furent relogés dans le sud dans les semaines suivantes, profitant de leur position. La menace la plus redoutée pour beaucoup était la vague d'exécutions ordonnée par Himmler et exécutée par la SS. Le 23 janvier, alors que les forces soviétiques franchissaient les frontières orientales du Reich, plusieurs opposants impliqués dans le complot du 20 juillet furent exécutés à Plötzensee. Parmi eux figuraient le comte Helmut James von Moltke, Eugen Boltz et Erwin Planck, fils du célèbre physicien Max Planck. Dans ce climat de répression, Goebbels lança un nouveau slogan « Nous vaincrons car nous devons vaincre ». Pour ceux qui ne suivaient pas l'idéologie nazie, ce slogan ne provoquait que désespoir et rejet, bien que la plupart des citoyens n'osaient pas le remettre en question. Même lorsque la défaite semblait inévitable, beaucoup s'accrochaient à l'idée d'une victoire finale davantage par peur et résignation que par conviction. La machine de propagande de Goebbels, conçue pour éliminer toute notion d'alternative, avait réussi à imposer l'illusion qu'il n'y avait pas d'autre destin possible pour l'Allemagne que de se battre jusqu'au dernier souffle. Goebbels, dans son double rôle de ministre de la propagande et de commissaire du Reich pour la défense de Berlin, se déplaçait avec aisance et enthousiasme en tant que principal porte-parole de la guerre totale. Il continuait d'apparaître lors d'événements publics, inspectant les rangs du Volkssturm, prononçant des discours enflammés et effectuant des visites propagandistes aux troupes, renforçant son image de leader actif. Pendant ce temps, la figure de Hitler devenait de plus en plus distante pour la population. Son absence dans les actualités filmées était évidente
Et la dernière fois que beaucoup l'avaient entendu était lors de son message radiophonique du 30 janvier, commémorant le 12e anniversaire du régime nazi. Cependant, sa voix n'inspirait plus ni peur ni détermination. Elle semblait étouffée, méconnaissable. Cela alimenta une vague de rumeurs prétendant qu'il était mort ou avait été capturé. Le régime ne clarifia jamais si le Führer se trouvait dans sa retraite de Berchtesgaden ou s'il se cachait encore à Berlin. Pendant ce temps, Goebbels, présent dans la ville et parmi les civils souffrant des effets des bombardements, renforçait sa popularité. Hitler, en revanche, semblait éviter sa capitale dévastée, refusant même de contempler le désastre qu'elle était devenue. Le sort brutal qui attendait les civils allemands ne faisait que commencer, et dans des endroits comme Breslau, la tragédie atteignait des niveaux insupportables. Avec l'avancée imparable de l'armée rouge et les chars du général Laliushenko, la ville fut plongée dans la panique. Bien qu'il ne soit pas certain que certains réfugiés soient morts à bord de navires coulés pendant leur fuite, ce qui est documenté, c'est la souffrance de milliers de femmes et d'enfants qui tentèrent de fuir à pied au cœur de l'hiver. Les hommes qui n'avaient pas encore été enrôlés dans la Wehrmacht furent mobilisés par le Volkssturm pour défendre la ville, laissant leurs familles derrière eux. Ainsi, les mères se retrouvèrent seules, poussées par le désespoir, tandis que des haut-parleurs patrouillaient les rues, exhortant les gens à évacuer immédiatement. Ceux qui ne parvenaient pas à monter dans les trains surpeuplés devaient partir à pied portant leurs enfants dans leurs bras, s'appuyant sur les promesses d'aide de l'organisation de bien-être du parti nazi, la NSV. Elles portaient des sacs à dos avec du lait en poudre, des couvertures et des thermos remplis de lait chaud, essayant de protéger leurs bébés du froid extrême. Mais en atteignant la périphérie de la ville, la réalité était dévastatrice. Elles étaient seules. Presque aucun véhicule ne circulait et la plupart devaient marcher sur des routes enneigées. Épuisées, les mères finissaient par abandonner les poussettes et porter leurs enfants directement dans leurs bras. Le vent glacial transformait le contenu des thermos en liquide gelé et nourrir les nourrissons devenait une tâche désespérée. Beaucoup tentaient d'allaiter dans des hangars ou derrière des murs à l'abri du vent, mais le froid était implacable. Le lait ne coulait plus et le corps des mères commençait à perdre de la chaleur à un rythme alarmant. Certaines souffraient de gelures au sein. Dans une lettre envoyée par une jeune mère à sa propre mère, elle décrivait avec angoisse comment son enfant était mort d'hypothermie et comment d'autres femmes dévastées pleuraient en tenant les corps sans vie de leur bébé. Le long des routes, on voyait des figures silencieuses des mères assises dans la neige, avec de jeunes enfants autour d'elles tremblants, ne sachant pas si leur mère était encore vivante ou morte d'épuisement et de froid. Dans de telles conditions extrêmes, la différence entre s'évanouir et mourir devenait imperceptible. Ce n'était pas une évacuation. C'était le début d'un calvaire. La punition contre les Allemands de la part de ceux qui avaient souffert des années d'occupation et de répression atteignait des niveaux de violence déchaînés. La soif de vengeance parmi les rangs polonais était telle qu'elle suscitait même des inquiétudes au sein de l'appareil soviétique. Le général Ivan Serov, chef du NKVD, affecté au premier front biélorusse, envoya un rapport à Lavrenti Beria, avertissant que le comportement des troupes polonaises entravait gravement le travail de renseignement militaire. Selon son rapport, les soldats de la 1e armée polonaise traitaient les prisonniers allemands avec une brutalité incontrôlée. Dans de nombreux cas, les capturés n'atteignaient jamais les zones de détention désignées. L'un des exemples les plus extrêmes s'est produit dans le secteur du 2e régiment d'infanterie de la 1e division. Là, 80 Allemands furent capturés vivants, mais seuls 2 atteignirent les installations prévues pour les prisonniers. Les autres furent sommairement exécutés en chemin. Le massacre ne se limitait pas à des actes impulsifs dans le feu de la bataille. Même après des interrogatoires préliminaires, lorsque les prisonniers étaient conduits à l'officier de renseignement, pour un interrogatoire formel, ils étaient abattus avant d'arriver. Ce schéma n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un cycle implacable de punition collective. Pour les Polonais qui avaient vu leur ville détruite et leur population massacrée par les Allemands, il n'y avait pas de place pour le pardon, seulement pour la violence en réponse à des années d'horreur. La résurgence de l'horreur, les tortures brutales subies par le peuple allemand. Sur le front de l'Est, la fureur de l'armée rouge balayait tout sur son passage. De Königsberg à Vienne, les troupes soviétiques avançaient intoxiquées par un mélange de victoire, de vengeance et de haine. Pour des millions de soldats soviétiques, c'était une campagne de justice personnelle, une représaille pour les villages rasés, les frères assassinés
et les villes incendiées par la Wehrmacht. Mais cette justice se transforma rapidement en cruauté indiscriminée. Les viols collectifs ne se limitaient pas à Berlin. Ils se produisaient dans presque toutes les villes et villages allemands occupés par les Soviétiques. En Silésie, en Poméranie et en Prusse orientale, des atrocités furent enregistrées qui aujourd'hui sont à peine mentionnées dans les manuels scolaires. Dans de nombreux villages, pas une seule femme n'échappa au viol. Plusieurs historiens renommés ont affirmé que le viol collectif devint une punition symbolique et systématique. C'était un phénomène si répandu que même les hauts gradés soviétiques reconnaissaient en privé la gravité de la situation. Néanmoins, la direction politique à Moscou le permettait. La conquête de Staline sur le Troisième Reich devait être inscrite sur le corps de ses citoyens. Mais ce n'étaient pas seulement les femmes qui souffraient. Dans de nombreux cas, les hommes civils allemands, personnes âgées et adolescents étaient sommairement exécutés sans procès. D'autres fois, ils étaient déportés vers l'Est dans des camps de travail forcés en Union soviétique. Beaucoup d'entre eux ne revinrent jamais. Les enfants n'échappaient pas non plus à la brutalité. Certains furent tués avec leurs parents et d'autres orphelins pendant la guerre ou après l'occupation furent abandonnés dans des orphelinats sans identité ni patrie. Les familles se dissolvaient entre les colonnes de fumée et les colonnes de soldats. En Prusse orientale, l'enfer prenait la forme d'un exode. Les villes côtières comme Pilau et Danzig se remplissaient de réfugiés essayant de monter à bord de navires en direction de l'ouest pour fuir l'armée rouge, mais beaucoup n'y parvenaient pas. Les trains étaient bombardés, les navires coulés, les routes bloquées par la glace ou les cadavres. Certaines mouraient de froid, d'autres étaient abattus par les soldats soviétiques. Ceux qui survivaient le faisaient avec des armes mutilées. À l'ouest, l'occupation alliée était différente, et bien qu'elle soit souvent dépeinte comme un processus plus civilisé, elle n'était pas exempte de violence. Les forces américaines, britanniques et françaises trouvèrent un pays en ruine. Bien que le traitement fût moins brutal qu'à l'Est, la vengeance n'était pas absente. Des camps d'internement furent établis pour les Allemands, accusés de collaboration ou de simple sympathie nazie. Dans de nombreux cas sans procès ni preuve, ils furent privés de nourriture, d'assistance médicale et de dignité humaine. L'un des épisodes les plus sombres fut celui des camps de Rheinwiesenlager, dont nous parlerons plus tard. En France, la situation était encore plus humiliante pour certains Allemands. Les troupes coloniales d'Afrique subsaharienne intégrées à l'armée française furent délibérément déployées dans les zones allemandes pour punir la population. De nombreux témoignages recueillis par la Croix-Rouge et les correspondants de guerre décrivent des viols, des pillages et des abus. À Stuttgart et dans d'autres villes, des centaines de femmes furent attaquées. Les autorités françaises intervenaient rarement. La doctrine alliée supposait que le peuple allemand devait être rééduqué de zéro. Cela incluait la censure de la presse, l'endoctrinement scolaire et la suppression des symboles. Mais cela signifiait aussi une humiliation collective. Les enfants allemands furent forcés de regarder des films sur les camps de concentration. Des populations entières furent contraintes d'enterrer les cadavres des victimes de l'Holocauste. Tout cela visait à instiller un sentiment de culpabilité perpétuelle. Mais la frontière entre justice et vengeance est fragile. Dans de nombreuses villes du sud de l'Allemagne, les soldats américains organisaient des défilés forcés de civils devant des fosses communes. Dans d'autres, ils plaçaient des pancartes indiquant « Ici sont morts les vrais Allemands ». La psychologie des vaincus n'était pas reconstruite. Elle était démolie. Les femmes violées ne trouvaient pas de compréhension, elles étaient stigmatisées, qualifiées de collaboratrices ou simplement ignorées par leurs voisins. Beaucoup se taisaient incapables de verbaliser le traumatisme. Les hommes qui revenaient du front ou des camps ne trouvaient ni maison ni honneur, ils étaient des fantômes dans un pays en ruine. Et pourtant, la machine de la vengeance ne s'arrêtait pas car au-delà des décisions des gouvernements, la rage était ancrée dans le cœur des peuples. La violence d'après-guerre était l'écho sombre de la violence nazie, une répétition sans rédemption. À travers le continent, les Allemands étaient désormais l'ennemi universel, même ceux qui avaient été persécutés par les nazis, même les enfants nés en 1945. La notion de justice se confondait avec celle de punition collective. Ce qui commença comme une libération se termina pour beaucoup comme une condamnation perpétuelle. Le pendule de la cruauté, les camps de concentration alliés en Allemagne occupée. Le long du Rhin, entre avril et septembre 1945, les Alliés occidentaux, principalement sous commandement américain, établirent un réseau de camps d'internement connu sous le nom de Rheinwiesenlager ou camps de la prairie du Rhin.
Plus d'1 million de soldats allemands désarmés, pour la plupart de jeunes recrues, des hommes âgés mobilisés dans les dernières phases du conflit et de simples auxiliaires, furent rassemblés dans ces enclos improvisés. Le terme utilisé par les autorités alliées pour les classer était délibérément ambigu, forces ennemies désarmées, une catégorie qui les excluait de la protection accordée par la Convention de Genève aux prisonniers de guerre. Sans cette protection juridique, les prisonniers devenaient des non-personnes. Ils étaient des combattants vaincus traités comme des déchets humains. Les camps n'étaient rien d'autre que des champs ouverts entourés de barbelés. Il n'y avait ni baraquement, ni latrine, ni cuisine. Aucun abri contre la pluie ou le soleil. Dans certains camps comme Remagen, Zinzig, Andernach ou Bingen, jusqu'à 200 000 hommes étaient entassés dans des conditions inhumaines. Les rations alimentaires étaient rares. Parfois, un seul morceau de pain devait être partagé entre 4 ou 5 personnes. L'eau, lorsqu'elle était disponible, provenait de rivières contaminées. Les malades mouraient sans soins médicaux. Les corps étaient jetés dans des fosses communes creusées par les prisonniers eux-mêmes. Beaucoup tentaient de survivre en creusant des trous dans le sol pour se protéger du froid ou de la pluie. La diarrhée, le typhus et la malnutrition faisaient des ravages. La Croix-Rouge internationale fut interdite d'accès à ces camps pendant des mois et les organisations humanitaires allemandes furent bannies. L'information était censurée, les caméras interdites. Le monde devait croire que la guerre était terminée et que la justice prévalait. Le nombre exact de morts reste sujet à débat. Les sources américaines officielles y ont reconnu plus de 3000 décès documentés. Mais des enquêtes ultérieures, comme celle du journaliste canadien James Back, ont estimé que 50 000 à 90 000 prisonniers auraient pu mourir dans ces camps en raison de conditions délibérément négligées. Back, dans son livre controversé Author Losses, a accusé le général Dwight D. Eisenhower d'avoir conçu une politique systématique d'extermination lente par la faim et l'exposition. Bien que de nombreux historiens aient contesté les chiffres exacts de Back, peu nient l'ampleur de la souffrance. La correspondante des guerres américaines Margaret Higgins, après avoir visité le camp d'Andernach, a écrit « J'ai vu des jeunes hommes aux yeux creux couverts de boue trop faibles pour se tenir debout. Ils rampaient comme des animaux sans espoir. L'un d'eux n'avait que 15 ans. Il avait perdu 20 kilos en 3 semaines. Dans le camp d'Andernach, une jeune Allemande nommée Erika, qui vivait près du périmètre, a rapporté que les femmes du village tentaient de jeter du pain par-dessus les clôtures, seulement pour voir les gardes américains l'écraser ou le rejeter avec des insultes. Selon son témoignage, ils n'étaient pas nazis, ils n'étaient pas criminels. Ils étaient nos frères, nos pères, nos fils. Ils étaient traités comme de la vermine. Les femmes allemandes qui tentaient d'aider les prisonniers étaient parfois arrêtées pour collaboration avec l'ennemi. Personne ne devait montrer de compassion pour les vaincus. La punition collective faisait partie du nouvel ordre moral. Dans certains cas, même les soldats afro-américains désignés comme gardes recevaient l'ordre de traiter les prisonniers particulièrement durement. Le symbolisme n'était pas fortuit. Il s'agissait d'inverser le récit racial du nazisme, même au prix de nouvelles humiliations. Lorsque les camps furent finalement démantelés à la fin de 1945, les survivants émergèrent comme des spectres. Et beaucoup retournèrent dans des villes déjà détruites ou vidées auprès de familles mortes ou disparues. Certaines ne parlèrent plus jamais de ce qu'ils avaient vécu. D'autres moururent dans les années suivantes, incapables de reconstruire une vie sur les fondations de la haine et de l'humiliation. Le silence fut le dernier linceul. Dans l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, les Rheinwiesenlager occupent rarement une page. Le récit des vainqueurs préfère se souvenir des crimes du nazisme, mais pas des punitions sans procès subis par les vaincus. Les documents sur ces camps restèrent classifiés pendant des décennies. Ce n'est qu'avec le temps qu'ils commencèrent à émerger mis en lumière par des historiens indépendants et des témoignages sauvés de l'oubli. Fuite et expulsion, l'exode forcé du peuple allemand. L'année 1945 ne marqua pas seulement la fin de la guerre, mais aussi la fin d'une histoire millénaire, celle des Allemands installés en Europe de l'Est dans des territoires comme la Prusse orientale, la Silésie, les Sudètes et des régions de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Roumanie et des Balkans. Une présence qui, dans certains cas, remontait au Saint-Empire romain germanique, disparut presque du jour au lendemain, effacée par la vengeance, la politique et le chaos. Entre 12 et 14 millions d'Allemands de souche connus sous le nom de Volksdeutsche ou simplement les déplacés
furent expulsés de leurs foyers entre 1945 et 1950. Ce processus ne fut ni une évacuation ordonnée, ni une migration volontaire. Ce fut une épuration ethnique dissimulée justifiée par la logique de la punition collective. L'ordre n'était pas improvisé. Il fut discuté à Yalta et officialisé lors de la conférence de Potsdam, où les puissances victorieuses convinrent de ce qui était censé être le transfert ordonné et humain des populations allemandes hors des nouvelles frontières de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et d'autres pays voisins. Mais rien n'était ordonné et certainement rien n'était humain. En Prusse orientale, l'hiver 1944-1945 devint le théâtre d'un exode apocalyptique. Fuyant l'armée rouge, des millions de civils allemands abandonnèrent leur ville au milieu de la glace, de la neige et du feu. Les caravanes de chariots devinrent des cibles faciles pour les avions soviétiques. Les colonnes de réfugiés composées de femmes, de personnes âgées et d'enfants marchaient entre les cadavres, certains figés debout, comme des statues tragiques le long de la route. Une jeune réfugiée écrivit dans son journal « Nous marchions sur des corps ». Certains enfants pleuraient de faim. D'autres ne pleuraient plus. Ils s'étaient rendus au silence de la mort. L'un des premiers signes de la catastrophe à venir fut le naufrage du Wilhelm Gustloff, torpillé par un sous-marin soviétique en mer Baltique. Ce fut le désastre maritime le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 9000 morts, principalement des civils allemands fuyant l'avancée rouge. D'autres navires, comme le Goya Bayegraya et le Steuben, connurent le même sort. La mer devint le tombeau d'une nation errante. L'histoire du Wilhelm Gustloff est considérée par de nombreux experts comme le prélude au grand génocide que les Allemands et autres Européens de l'Est allaient subir aux mains des Soviétiques après la chute du Reich. En janvier 1945, des dizaines de milliers de civils allemands tentèrent de s'échapper par la mer Baltique dans ce qui fut appelé l'opération Hannibal, une évacuation navale massive organisée par la Wehrmacht, non pas par altruisme, mais par désespoir. L'avancée de l'armée rouge était imparable, et les atrocités commises en Prusse orientale instillèrent une peur paralysante. Parmi les navires d'évacuation se trouvait le Wilhelm Gustloff, initialement construit comme un navire de croisière dans le cadre du programme nazi La Force par la Joie. Il fut ensuite converti en navire hôpital, puis en transport de troupes. Le 30 janvier 1945, il quitta le port de Gotenhafen absurdement surchargé. Conçu pour transporter 1800 personnes, il transportait ce soir-là plus de 10 000 passagers, dont des soldats blessés du personnel naval, mais surtout des civils, des femmes, des enfants et des nouveau-nés. La température était de moins 18 degrés Celsius. La mer était particulièrement agitée et traîtresse, et les routes étaient infestées de sous-marins soviétiques. À 21h16, à moins de 30 km de la côte, le sous-marin soviétique S-13, commandé par Alexander Marinesco, détecta le navire sur son radar et sans hésiter tira 3 torpilles. Toutes touchèrent leur cible. La première frappa la proue, la seconde les cabines des femmes réfugiées et la troisième détruisit la salle des machines. Le Gustloff perdit toute puissance et coula en moins de 50 minutes. Il n'y eut presque pas de temps pour sauver qui que ce soit. Les canots de sauvetage étaient rares et les ponts glissants. Beaucoup moururent dans l'explosion, d'autres furent écrasés dans la panique. Des milliers tombèrent à l'eau et moururent de froid en quelques minutes. Les navires de secours parvinrent à sauver environ 200 survivants, mais plus de 9000 personnes périrent dans ce qui reste la plus grande tragédie maritime de l'histoire humaine, surpassant même le Titanic. Pourtant, le monde s'en souvient à peine comme de nombreux abus et crimes de guerre commis par les Alliés pendant ces jours-là. Cela ne correspondait pas au récit des vainqueurs et des vaincus. Certains corps continuèrent d'apparaître des mois plus tard, rejetés par les vagues serrant des poupées gelées dans leurs bras ou tenant des frères et sœurs déjà morts. D'autres ne furent jamais retrouvés. Ils devinrent une partie de la mer. Le Gustloff est aujourd'hui une épave oubliée, un cimetière englouti de silence, un symbole de la manière dont la guerre continua de tuer même après la signature de la reddition. Mais comme mentionné, les événements de janvier 1945 n'étaient que le début du désastre humanitaire. Après la fin officielle du conflit, les expulsions s'intensifièrent. En Pologne, les Allemands furent arrachés à leurs foyers, leurs terres confisquées, leurs villages renommés. Dans de nombreux cas, ils furent enfermés dans des camps de transit où ils mouraient de malnutrition, de typhus ou de passage à tabac. En Tchécoslovaquie, les décrets de Beneš légalisèrent l'expropriation et la dépossession totale de leurs biens.
Des centaines de milliers d'Allemands furent également privés de leur citoyenneté, de leurs biens et de leurs droits civils. Dans certaines villes, ils furent marqués de brassards blancs ou crachés dessus sur les places publiques avant d'être forcés de partir. Les trains utilisés pour les expulsions n'étaient pas différents des trains d'extermination nazis. Des wagons surpeuplés sans eau, sans nourriture, sans destination claire. Ceux qui survivaient au voyage arrivaient dans une Allemagne en ruine, où ils n'étaient pas reçus comme des victimes, mais plutôt vus comme un fardeau indésirable. En Hongrie, en Roumanie et en Yougoslavie, le même schéma se répétait. Les Volksdeutsch furent dépouillés de tout. Des milliers furent déportés dans des camps de travail forcés en Union soviétique. En Yougoslavie, sous le régime de Tito, des dizaines de milliers furent exécutés ou moururent dans des camps comme Gakowa et Kenikanin, où le taux de mortalité atteignait 30%. Ils étaient accusés de trahison, de collaboration et de fascisme, bien que beaucoup n'aient jamais eu de lien avec le régime nazi. Les chiffres sont stupéfiants, entre 500 000 et 2 millions de morts, selon les sources parmi les victimes de l'expulsion et de l'exode. Les historiens les plus conservateurs estiment au moins 600 000 vies perdues, mais au-delà des chiffres se trouve la tragédie invisible, la perte d'un monde. Des villages entiers disparurent. Des églises luthériennes centenaires furent enfermées. Des dialectes uniques furent oubliés, les fils invisibles qui reliaient les générations furent coupés. Dans de nombreuses régions d'Europe centrale, les traces de la culture allemande furent effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Les Soviétiques ne voulaient pas seulement expulser les Allemands, ils voulaient éradiquer leur histoire et leur culture. Les nouvelles générations grandirent sans savoir ce qui s'était passé. Les victimes furent réduites au silence par le récit officiel du bien contre le mal, et le mot honte devint un fardeau partagé par tous les Allemands, sans distinction entre coupables et innocents. En Allemagne d'après-guerre, les déplacés devinrent connus sous le nom de Heimatvertriebene, les bannis de leur patrie. Ils furent logés dans des ruines des granges et des baraquements abandonnés. Certains furent rejetés par les Allemands de l'Ouest eux-mêmes, qui les voyaient comme des barbares de l'Est. D'autres cachaient leurs origines, leurs accents, leurs douleurs. Pendant des années, leur tragédie fut un tabou. Ce n'est que des décennies plus tard, avec la reconstruction et la réunification, que l'Allemagne commença à reconnaître publiquement la souffrance de ces millions d'âmes apatrides. Des monuments furent érigés, des commémorations organisées, mais la mémoire arriva trop tard. Beaucoup étaient déjà morts. Flucht und Vertreibung, fuite et expulsion, ne fut pas seulement un épisode d'après-guerre, ce fut une purge démographique avec des implications culturelles, psychologiques et morales. Ce fut la punition des vivants pour les crimes des morts, et aussi le dernier chapitre d'une Allemagne plurielle qui s'étendait au-delà de l'Elbe, dont les traces ne survivent aujourd'hui que dans des pierres tombales oubliées et des noms effacés des cartes. La furie de la libération des exécutions de civils allemands en Tchécoslovaquie. En mai 1946, tandis que les cloches sonnaient à Prague pour célébrer la fin de la guerre, un autre type de guerre commençait dans les rues, les villages et les champs de l'intérieur tchécoslovaque. Une guerre sans front, sans uniforme, sans règles. Une vengeance déchaînée. Pendant 6 ans, les Allemands avaient occupé la Tchécoslovaquie avec une efficacité brutale. Maintenant, le pendule oscillait avec une violence égale, mais dans la direction opposée. Il ne s'agissait plus de justice, mais d'expulser, d'humilier, d'annihiler. L'ordre était clair, l'Allemand devait disparaître. Le retrait des troupes nazies laissa les Allemands ethniques de Tchécoslovaquie, appelés les Sudetendeutsch, à la merci de la rage populaire. Environ 3 millions de personnes qui vivaient depuis des générations dans le Sudetenland étaient désormais considérées comme des traîtres, des ennemis internes, des vestiges d'un régime criminel. La presse tchèque les qualifiait de « bêtes allemandes ». Les dirigeantes politiques parlaient d'une nécessaire purification et la population qui avait été maltraitée, blessée et humiliée pendant des années devint l'exécutrice de ses anciens oppresseurs. L'un des épisodes les plus sombres eut lieu dans la ville d'Ústí nad Labem le 31 juillet 1945. Une mystérieuse explosion dans un dépôt de munitions servit de prétexte à un pogrom brutal contre la communauté allemande locale. Les autorités tchèques prétendirent sans preuve qu'il s'agissait d'un acte de sabotage allemand. En réponse, des foules armées de bâtons, de couteaux et de fusils prirent les rues et chassèrent les Allemands comme des animaux. Plus de 80 personnes furent publiquement assassinées, certaines jetées vivantes dans l'Elbe. Une autre scène d'horreur se déroula à Postoloperti, une petite ville du nord du pays.
En juin 1945, plus de 700 civils allemands, principalement des hommes et des adolescents, furent arrêtés et exécutés en périphérie du village par des milices tchèques, sans accusation ni procès équitable, uniquement par vengeance populaire. Les corps furent enterrés dans des fosses communes. Pendant des décennies, l'épisode fut officiellement nié jusqu'à ce que des fouilles dans les années 2000 confirment les témoignages. À Brno, la capitale de la Moravie, l'une des marches de la mort les plus cruelles de l'époque eut lieu. Dans la nuit du 30 mai 1945, plus de 20 000 Allemands, principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants, furent expulsés de la ville à pied sous escorte armée vers la frontière autrichienne. Ils n'étaient pas autorisés à emporter plus que ce qu'ils pouvaient porter. La marche se déroula sous une chaleur extrême sans eau ni nourriture. Entre Multingsand et 5 000 personnes moururent en chemin ou dans les camps de concentration improvisés établis dans les jours suivants. Une infirmière tchèque qui fut témoin de la scène écrivit « J'ai vu comment ils ont forcé une femme à laisser son bébé au bord de la route. Elle ne pouvait plus le porter. Elle suppliait. Elle pleurait. Personne ne l'a aidée. » Les massacres se répétèrent à travers le pays. À Jotek, Chomutov, Luni et Karlovy Vary, des milices populaires, souvent soutenues par les autorités locales, ou des membres du Parti communiste exécutèrent des centaines d'Allemands sans distinction d'âge ou de sexe. Certains furent forcés de marcher sur des mines désactivées, d'autres furent torturés publiquement ou violés en groupe. Les femmes étaient souvent dénudées, leurs têtes rasées, marquées de svastikas, violées puis assassinées. Tout se passait en plein jour, parfois sous les applaudissements des voisins et parfois dans le silence terrifiant de ceux qui savaient qu'ils seraient les prochains. Le président Edvard Beneš, en tant que chef du gouvernement tchécoslovaque en exil pendant la guerre, non seulement toléra cette violence, mais la légitima. Par les décrets Beneš signés entre 1945 et 1946, l'expulsion des Allemands fut autorisée et l'expropriation totale de leurs biens justifiée, ainsi que la perte automatique de leur citoyenneté. Toute sympathie passée réelle ou présumée avec le régime nazi suffisait pour tout perdre. Les exécutions et les humiliations n'étaient pas des accidents ou des excès spontanés. Elles faisaient partie d'un processus systématique guidé par le récit de la justice nationale. L'objectif n'était pas de punir les coupables, mais d'éliminer la présence allemande du territoire tchécoslovaque pour toujours. La presse nationale parlait de purification d'hygiène morale et de réparation historique. Mais ce qui se passait dans les rues était un lynchage ethnique. Au fil des années, les rares survivants qui parvinrent à s'échapper vivants restèrent silencieux ou émigrèrent. Les tombes furent cachées, les crimes tous et l'histoire officielle tchécoslovaque fut écrite sans ces pages. Ce n'est que des décennies plus tard, avec l'ouverture des archives et les témoignages de témoins vieillissants, que l'autre face de la libération commença à émerger. Pierre sur pierre, les bombardements de Hambourg et l'annihilation aérienne de l'Allemagne. Au printemps 1945, la guerre était déjà perdue pour l'Allemagne. Le Troisième Reich s'effondrait de l'intérieur. L'Armée rouge encerclait Berlin. Les troupes américaines et britanniques traversaient le Rhin. Hitler se cachait dans son bunker. Et pourtant, depuis le ciel, la destruction ne s'arrêtait pas. La Luftwaffe était en ruine, la défense aérienne allemande démantelée, mais les formations alliées continuaient d'arriver nuit après nuit, jour après jour. Les bombardiers britanniques à 4 moteurs Lancaster et Halifax, ainsi que les B-17 et B-24 américains, larguaient des milliers de tonnes de bombes sur des villes ouvertes, sur des quartiers ouvriers, des hôpitaux, des écoles, des églises, des gares et des abris antiaériens. Ce n'était pas une erreur, mais une stratégie insidieuse. Depuis 1942, les Alliés avaient adopté une doctrine connue sous le nom de bombardement moral, conçue par des figures comme Arthur Harris, commandant du Bomber Command britannique. La théorie était simple et brutale: semer la terreur parmi la population civile, briser le moral, détruire toute capacité de résistance, même spirituelle. En 1943, Hambourg avait déjà été victime de la tristement célèbre opération Gomorrah, une série d'attaques qui laissa plus de 35 000 morts et réduisit des quartiers entiers en poussière. Mais en 1945, alors que tout était déjà perdu, les bombardements revinrent 7 fois sans besoin de prétexter des cibles militaires ou stratégiques. C'était une punition pure et dure. Le 8 avril 1945, une vague de plus de 500 bombardiers britanniques survola Hambourg, larguant plus de 3000 tonnes d'explosifs et de bombes incendiaires. L'objectif était d'accélérer l'effondrement. Ce qu'ils laissèrent derrière eux était une ville fantôme, un cratère fumant sur les restes d'une métropole qui, des années auparavant, était un symbole du commerce et de la culture allemande.
Les bombes ne faisaient pas de distinction entre soldats et civils. Elles tombaient sur des hôpitaux remplis de blessés, sur des maisons de retraite, sur des abris improvisés, où des enfants dormaient à même le sol. Les bombes incendiaires provoquaient des tempêtes de feu alimentées par l'oxygène aspiré des sous-sols. Les températures atteignaient 9000 degrés Celsius. L'asphalte fondait. Les gens brûlaient vifs ou s'étouffaient en ouvrant la porte de l'abri et en respirant l'air surchauffé. Plus de 20 000 personnes moururent à Hambourg dans les bombardements de mars et avril 1945 uniquement. La plupart étaient des civils. Beaucoup étaient des personnes âgées, des femmes et des enfants. D'autres étaient des prisonniers de guerre alliés ou des réfugiés allemands fuyant l'Est. Ironiquement, beaucoup des morts n'étaient ni nazis ni soldats, mais des victimes des propres crimes du régime payant désormais de leur vie. Mais Hambourg n'était pas la seule. Dresde, Würzburg, Pforzheim, Kassel, Hildesheim, Halberstadt, Leipzig, Potsdam et des dizaines d'autres villes plus petites furent rayées de la carte. Le 13 février 1946, Dresde, une ville sans importance militaire directe, sans grandes usines, ni concentration de troupes, fut attaquée par plus de 1200 avions en une seule nuit. La grande majorité étaient des réfugiés et des civils désarmés. Les corps étaient carbonisés méconnaissables, entassés sur des places ouvertes avant d'être enterrés dans des fosses communes. À Pforzheim, le 23 février 1945, en seulement 20 minutes, plus de 17 000 personnes moururent. La ville comptait 65 000 habitants. Ce fut l'un des taux de destruction les plus élevés de toute la guerre. Certains bombardements furent même effectués après la reddition de facto des troupes allemandes dans certaines régions lorsqu'il n'y avait plus de menaces stratégiques. L'objectif semblait alors être une démolition psychologique définitive, l'élimination totale de tout vestige de fierté, de culture ou d'humanité au cœur de l'Allemagne. Dans de nombreux cas, les rapports des services de renseignement alliés reconnaissaient que les cibles étaient minimes ou sans importance tactique, mais la machine de bombardement continuait d'opérer avec une brutalité presque administrative. Et bien que de nombreux citoyens alliés ignoraient les détails de ces bombardements, d'autres les célébraient comme une juste rétribution. La presse parlait de réduire le repère nazi en ruine, tandis que les images qui parvenaient au public, si elles parvenaient, ne montraient que des décombres sans nom, sans cri. L'horreur était enregistrée dans la mémoire des survivants, dans des photographies prises en secret, dans des histoires retrouvées des décennies plus tard. Hambourg fut transformé en un désert de briques carbonisées. Ses églises carbonisées, ses hôpitaux écrasés, ses rues méconnaissables. Ceux qui émergeaient des abris voyaient une ville morte, mais au-delà de la destruction physique, la campagne de bombardement total était un acte d'extermination culturelle et émotionnelle. Les corps mouraient, mais aussi les histoires, les familles, les souvenirs, les bibliothèques, les musées des générations entières d'identité. À la fin de la guerre, tous les crimes ne furent pas jugés. Certains restèrent enveloppés dans la fumée de la victoire, mais les cendres de Hambourg, de Dresde, de tant de villes allemandes parlent encore. Leurs morts ne crient pas, ils brûlent en silence. L'effondrement de Demmin, l'histoire tragique de la ville qui choisit de mourir. Au printemps 1905, sur les rives de la rivière Peene, la petite ville allemande de Demmin devint le théâtre de l'un des actes les plus tragiques et les moins connus de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les forces de l'Armée rouge avançaient implacablement depuis l'Est détruisant tout sur leur passage demain, attendaient son sort dans l'effroi. Les nouvelles se propageaient comme une traînée de poudre. Des histoires de viols, de meurtres, de pillages et de mutilations arrivaient des villages voisins. Personne ne savait avec certitude ce qui était réel et ce qui était rumeur, mais la peur s'était profondément enracinée. La ville était pratiquement sans défense. La Wehrmacht s'était retirée, faisant sauter les ponts, traversant la Peene lors de leur retraite pour tenter de ralentir l'avancée soviétique. Tout ce qu'ils laissaient derrière eux étaient des civils terrifiés, des personnes âgées, des femmes, des enfants, et l'écho de ce qui approchait. Le 30 avril 1945, l'Armée rouge entra dans Demmin. Quelques heures plus tard, les premières maisons brûlaient, des pillages massifs, des viols systématiques, des passages à tabac et des exécutions sommaires furent signalées. Les soldats allèrent de porte en porte armés non seulement de fusils, mais du pouvoir absolu de ceux qui ont triomphé et ne craignent d'aucune représailles. Pour les habitants de Demmin, l'enfer n'était pas un symbole religieux. Il était devenu concret et réel. Il était dans les rues au seuil de leur maison. Face à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux,
et à ce qu'ils craignaient encore de venir des centaines de familles prirent une décision désespérée de tout mettre fin. Elles le firent de toutes les manières possibles. La peine devint une scène macabre. Des mères avec leurs enfants attachés à leur corps se jetèrent dans ces eaux. Certaines s'assurèrent que les petites ne pussent pas flotter en attachant des pierres autour de leur cou. Sur les rives, des soldats soviétiques regardaient. Parfois, ils riaient, parfois, ils tiraient, mais généralement, ils laissaient simplement faire. Les documents officiels enregistrèrent au moins 900 décès, mais les historiens estiment que le nombre réel dépasse 200. Dans une ville de seulement 15 000 habitants, près d'un dixième de la population, disparut en quelques jours. Les églises devinrent des morgues improvisées. Les sous-sols se transformèrent en chambres à gaz artisanales. Le silence qui suivit les événements fut aussi assourdissant que le rugissement de l'horreur. Ce n'était pas un effondrement de masse spontané. Il fut induit par la peur et la certitude de la défaite amplifiée par la conduite brutale de l'armée rouge et la propagande précédente qui, pendant des années, avait dépeint l'ennemi comme une bête sans âme. La mort massive à Demin fut si dramatique, si inhumaine, que même certains officiers soviétiques survivants de Stalingrad et habitués à la destruction et aux actes les plus inhumains furent choqués. Mais aucun ordre ne fut donné pour l'arrêter. Aucun barrage ne fut construit sur la rivière et personne ne fut aidé. La vie allemande, du moins à ce moment-là, n'avait aucune valeur. Certains habitants survécurent même purement par hasard parce qu'ils furent trouvés par un soldat moins cruel, parce qu'ils se cachèrent mieux, parce qu'ils échouèrent dans leur tentative de suicide. Beaucoup d'entre eux portèrent la culpabilité d'avoir survécu pendant des décennies. La ville, quant à elle, resta silencieuse. Parler de Demin devint tabou sous la République démocratique allemande. Le sujet fut délibérément ignoré. Il ne correspondait pas au récit héroïque de l'armée rouge comme libératrice. Il n'y avait pas de place pour la compassion envers les Allemands, et à l'Ouest, l'histoire s'estompa parmi tant d'autres tragédies. Mais les témoignages perdurent et les pierres tombales du cimetière de Demin, beaucoup sans nom, sans date, sans croix, se souviennent encore de ceux qui ne voulaient pas voir l'aube d'une nouvelle Allemagne, ceux qui, après des années de guerre, choisirent de mourir sur les rives de leur propre pays plutôt que de vivre sous la botte de la victoire. La mémoire de l'ennemi, la destruction de l'identité et de la culture allemande après la guerre. Malgré la fin de la guerre, la lutte continua sur un autre niveau, celui du symbolique, où la bataille culturelle fut menée. Il ne s'agissait plus de conquérir des villes, mais d'effacer ce que ces villes représentaient. Ce n'étaient plus des armées qui étaient détruites, mais des souvenirs, des racines, une culture. L'identité allemande fut condamnée à la suspicion et à la punition, non seulement pour les crimes du national-socialisme, mais pour le simple fait d'exister. Dans de nombreuses régions occupées par les vainqueurs, tout ce qui était allemand fut criminalisé dans son essence même, et ainsi commença la purification culturelle. Stettin devint Szczecin-Breslau, devint Wrocław. La langue allemande fut bannie de la sphère publique. Les panneaux, les livres, les documents et même les pierres tombales furent remplacés ou détruits. Les autodafés de livres n'étaient pas seulement une pratique nazie. En Tchécoslovaquie, en Pologne, en Yougoslavie et dans d'autres territoires, des bibliothèques entières furent incendiées, des écoles allemandes fermées et des archives culturelles pillées ou disparues. La littérature, la musique et l'art allemand furent considérés comme des résidus toxiques du passé. Un rapport du gouvernement tchèque de 1946 détaillait la destruction de plus de 2 millions de livres allemands en Bohême et en Moravie, car ils étaient vus comme des instruments de propagande allemande. Et beaucoup d'entre eux n'étaient pas des œuvres politiques, mais de la littérature classique, des traités philosophiques, des histoires locales de la poésie. Tout ce qui était parlé dans la langue des vaincus était réduit en cendres. Les églises furent profanées, des centaines de monuments furent dynamités ou démolis lors de célébrations publiques, et les cimetières des familles allemandes furent détruits ou pire encore pillés. Les croix furent arrachées, les pierres tombales utilisées comme matériaux de construction, et les restes humains profanés ou dispersés. Dans de nombreux villages polonais, les ossements de soldats ou de civils allemands furent exhumés et jetés dans des fosses communes anonymes. La mémoire fut effacée avec le marbre. Dans le Sudetenland, des dizaines de paroisses catholiques allemandes, certaines datant du 14e siècle, furent brûlées ou converties en écuries, entrepôts ou installations militaires. Les images religieuses furent décapitées. Les cloches chefs-d'œuvre de la forge artisanale furent fondues. Les orgues d'église considérés comme des œuvres magnifiques de bois et de métal façonnées par les meilleurs luthiers
furent réduites au silence et dans certains cas détruites. Dans des villes comme Wrocław ou Gdańsk, les monuments allemands furent systématiquement éliminés non pour des raisons tactiques, mais idéologiques. L'objectif n'était pas de construire une nouvelle nation, mais d'effacer la trace de la précédente. Dans la zone contrôlée par l'Union soviétique, le processus fut encore plus radical. Kaliningrad autrefois, Königsberg, berceau de philosophes comme Immanuel Kant, fut repeuplé par des Russes et des Ukrainiens. La langue allemande disparut en quelques semaines. Le château des ducs prussiens fut démoli en 1968, non pour des raisons structurelles, mais parce qu'il était considéré comme un symbole impérialiste. Ce qui avait autrefois été un centre de savoir d'histoire et d'architecture fut réduit en poussière. En RDA, le contrôle idéologique communiste imposa également un filtre culturel. Une seule manière d'être allemand était permise, celle de l'homme socialiste nouveau. Le passé bourgeois, aristocratique ou régional fut réduit au silence. Les traditions folkloriques, comme les chansons folkloriques, les légendes locales et les danses ou costumes régionaux ou orthodoxes, étaient considérés comme nationalistes ou dangereusement nostalgiques et furent laissés à l'abandon. Cette violence symbolique avait un but rééduqué par la force dénationaliser le peuple vaincu. Si l'Allemand ne pouvait être tué physiquement, il serait tué spirituellement. L'objectif n'était pas seulement de le vaincre, mais de lui faire oublier ce qu'il était autrefois. Un survivant de Breslau décrivit « Nous sommes revenus des années plus tard et nous n'avons rien reconnu. Les rues étaient toujours là, mais avec des noms différents. Les maisons tenaient debout, mais elles n'étaient pas à nous. Les tombes de mes grands-parents avaient disparu. C'était comme si nous n'avions jamais existé. » Dans de nombreux cas, le nouvel occupant construisit sur les ruines de l'ancien. Des écoles furent érigées sur les sites d'églises détruites, des places furent créées, là où se trouvaient autrefois des cimetières, et des statues soviétiques s'élevèrent là où se dressaient des monuments médiévaux. L'ancien devait être effacé pour laisser place à un nouveau récit. Ce type de violence lente et invisible est l'une des plus dévastatrices. Les noms de familles furent déformés, les coutumes furent ridiculisées ou interdites. Pour beaucoup, être allemand devint quelque chose à cacher pour survivre. Mais après tant d'horreurs, une fois les nazis jugés et expulsés de la vie politique européenne, les Allemands commencèrent lentement à se reconstruire d'abord à travers leur identité puis à travers leur ville. Et s'il y a un groupe qui fut responsable de sauver l'esprit allemand de l'ostracisme et de l'oubli, ce fut les Trümmerfrauen, les femmes des ruines. Les mères de la Nouvelle-Allemagne, les Trümmerfrauen, les femmes des décombres qui reconstruisirent une nation. Lorsque la poussière de la guerre retomba sur l'Allemagne, la nation était en ruine. Pas seulement au sens littéral, ces villes étaient des squelettes calcinés de ce qu'elles étaient autrefois, mais aussi son esprit, son identité, son âme collective étaient brisées. Berlin, Hambourg, Dresde, Munich, Francfort, des villes entières, réduites en décombres, avec des rues méconnaissables dépourvues de services de base de transport et de nourriture. L'Allemagne n'avait pas seulement perdu la guerre, elle avait perdu son identité et son histoire. Et dans ce paysage de dévastation, la figure qui émergea pour reconstruire l'irréparable n'était ni le soldat, ni le politicien, ni l'ingénieur. C'était la femme ordinaire. C'était la Trümmerfrau, littéralement la femme des décombres. Et c'est exactement ce qu'elles étaient. Des dizaines de milliers de femmes allemandes âgées de 15 à 60 ans, beaucoup d'entre elles veuves célibataires, ou avec des maris portés disparus au front ou en captivité, entreprirent la tâche titanesque de reconstruire l'Allemagne de leurs propres mains. L'État s'était effondré, le pays entier était occupé par différentes forces et l'administration alliée se concentrait sur le désarmement, la dénazification et la maîtrise du chaos. Mais personne ne reconstruisait les maisons, les écoles, les rues. Personne n'enlevait les cadavres sous les ruines, les briques brisées, les toits effondrés. Alors elles le firent sans machine, sans outils modernes, sans aide institutionnelle. Armées de pelles de seaux de brouettes et d'une volonté de fer, elles commencèrent à enlever les débris pierre par pierre, poussière par poussière, séparant les décombres utilisables de ceux qui ne l'étaient pas. Les briques intactes étaient nettoyées une par une pour être réutilisées. Chaque morceau de bois ou de métal était recyclé, et ainsi peu à peu les ruines des villes tombées devinrent la matière première de la nouvelle nation. Parfois, elles travaillaient organisées en brigades communales, parfois simplement par initiative de quartier. Mais dans tous les coins de l'Allemagne, dans les zones occupées par l'Ouest comme par l'Union soviétique, les Trümmerfrauen,
devinrent l'épine dorsale d'une reconstruction non planifiée mais vitale. L'image était brutale. Des femmes couvertes de poussière portant des haillons, les cheveux attachés, les mains à vif et saignantes. Elles n'étaient pas des travailleuses professionnelles. Beaucoup étaient enseignantes infirmières au foyer de la classe moyenne, artistes jeunes mères. Elles avaient vécu la guerre, survécu aux bombardements, aux viols, aux pertes et à la faim. Et pourtant, elles étaient là transportant des pierres. L'une d'elles se souviendrait des décennies plus tard. Nous devions nettoyer Berlin. Personne n'allait le faire pour nous. Nous n'avions plus rien à perdre. Nous avions déjà tout perdu. La vie quotidienne d'une Trümmerfrau était aussi dure que la guerre elle-même. Elles travaillaient de l'aube au crépuscule, sans pause, sans salaire, au début seulement pour un bol de soupe ou un morceau de pain noir. Sous la pluie ou le soleil parmi les rats et les cadavres, entre des murs qui s'effondraient. La tuberculose et autres maladies respiratoires étaient courantes. Les Alliés reconnurent partiellement leur travail. Dans certains cas, elles furent officiellement recrutées par les autorités militaires pour nettoyer des villes détruites. À Berlin, par exemple, plus de 60 000 femmes participèrent au déblayement des décombres dans les premières années d'après-guerre. Dans les petites villes, ce nombre atteignait des proportions encore plus élevées par rapport à la population, mais leur rôle fut minimisé dans le récit officiel pendant des décennies. En Allemagne de l'Ouest, l'accent fut mis sur le miracle économique, sur le leadership politique, sur la reprise industrielle. Les femmes furent à nouveau reléguées au rôle de mères et d'épouses. Leur rôle de pionnières dans la reconstruction physique du pays fut rarement reconnu. En Allemagne de l'Est, en revanche, le régime socialiste promut l'image de la Trümmerfrau comme héroïne de la classe ouvrière, symbole d'une société sans classe. Des monuments furent érigés en leur honneur, bien que pas toujours avec une précision historique. Les villes recommencèrent à respirer grâce à elles. Les rues furent dégagées, les bâtiments reconstruits. Les écoles rouvertes, la vie renaquit des décombres. La Trümmerfrau ne reconstruisit pas seulement des bâtiments, son travail redonna de la dignité à un peuple qui avait été humilié et brisé par lui-même et par les autres. À une époque où être allemand était synonyme de culpabilité et où les femmes étaient vues comme des victimes collatérales ou des survivantes silencieuses, elles démontrèrent une capacité de résilience, de sacrifice et de force que le monde n'a pas su ou n'a pas voulu voir. Elles ne se rebellèrent pas, ne protestèrent pas, ne portèrent pas d'armes, mais elles reconstruisirent une nation à main nue, et elles le firent en silence, sans applaudissements, sans médailles, ni statues, car dans cette Allemagne vaincue, l'héroïsme n'était plus célébré. Les derniers honneurs célébrés étaient liés à l'Holocauste. Personne n'était d'humeur à de grandes reconnaissances. Pourtant, aujourd'hui encore, de petites plaques peuvent être trouvées dans certaines villes en l'honneur des Trümmerfrauen. Certaines statues et rues portent leur nom, mais leur plus grand monument est le pays qu'elles ont aidé à reconstruire pierre par pierre avec douleur et courage. Là où il y avait des ruines, elles ont élevé des foyers. Elles ont su remplacer le désespoir par une vision renouvelée de l'avenir. C'étaient des femmes sans voix, sans pouvoir, sans armes. Et pourtant, ce sont elles qui ont fait le plus pour une nouvelle Allemagne qui, après l'horreur, a choisi de ne pas périr, mais de renaître. La division de l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest et la création du mur de Berlin. Lorsque le rideau tomba sur la Seconde Guerre mondiale, Berlin n'était pas une ville, c'était une plaie ouverte. Cette métropole vibrante qui avait promis de devenir l'épicentre du Troisième Reich rêvé par Hitler avait été réduite à une épave fumante, divisée, gardée, réduite en poussière et en échos. Les rues étaient remplies de ruines, les décombres bloquaient les avenues et les sous-sols étaient le seul refuge possible. Mais même parmi l'horreur, quelque chose de nouveau commença à pousser. L'Allemagne comme Berlin n'était plus une. C'était une terre sans souveraineté, divisée, occupée, dépouillée de sa volonté. Divisée en zones de contrôle administrées par les vainqueurs, vidée de ses pertes humaines et matérielles, poussée vers une redéfinition forcée de son identité. Et au centre, la capitale du Reich vaincu devenait un champ de bataille idéologique qui marquerait le début d'une nouvelle guerre, la guerre froide. Ce Berlin qui avait autrefois été le reflet de l'ego grandiose du Führer était sur le point de devenir l'image d'un conflit qui diviserait le monde en deux. Comme nous l'avons déjà mentionné après la guerre, l'Allemagne fut divisée en 4 zones d'occupation américaine, britannique, française et soviétique. Berlin, situé au cœur du territoire soviétique, fut également divisé en 4 secteurs. Cette situation censée être temporaire devint permanente. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, les différences idéologiques entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique s'approfondirent.
Il ne s'agissait pas seulement de reconstruction, mais de la manière dont elle devait être faite du système politique à mettre en œuvre des valeurs à privilégier. Capitalisme contre communisme. Démocratie parlementaire contre dictature du prolétariat. L'Allemagne devint le terrain de cette dispute, et Berlin était le pion le plus fragile et symbolique. Le pont de Glienicke, l'aéroport de Tempelhof et des points de contrôle comme Checkpoint Charlie cessèrent bientôt d'être de simples lieux. Ils devinrent des symboles d'un monde coupé en deux. Mais dans ces premières années, la ville était encore une entité unique, dévastée, attendant des décisions externes. Les Berlinois, pendant ce temps, vivaient parmi les ruines sans chauffage, sans eau courante, dans de nombreuses zones, avec des systèmes de transport détruits et une nourriture insuffisante. La famine était courante et le troc devint le seul moyen de subsistance. Pourtant, au milieu de l'effondrement, des signes de vie commencèrent à émerger. Les enfants jouaient parmi les décombres, les églises reprenaient des services religieux improvisés et de petits marchés noirs prospéraient au coin des rues. Les radios réparées jouaient des mélodies et les cinémas projetaient de vieux films dans des salles sans siège. L'esprit de Berlin meurtri mais pas vaincu recommença à battre. En 1949, la fracture devint définitive. Les zones d'occupation occidentale s'unifièrent pour former la République fédérale d'Allemagne avec sa capitale à Bonn. En réponse, la zone soviétique proclama la République démocratique allemande avec son siège à Berlin-Est. L'Allemagne n'était plus un seul pays, mais deux pays qui se regardaient avec suspicion, tous deux nés de la défaite. La RFA adopta un modèle démocratique libéral avec un fort soutien américain. Ce fut le point de départ du soi-disant Wirtschaftswunder, le miracle économique allemand. En quelques années, ces villes se modernisèrent, ces industries renaquirent, et le mark allemand se stabilisa comme une monnaie forte. La RDA, en revanche, resta sous le contrôle de fer du Parti socialiste, unifié, à travers lequel l'Union soviétique appliquait un modèle centralisé et collectiviste, avec la nationalisation des industries et la répression politique. Le ministère de la Sécurité d'État, la redoutée Stasi, devint bientôt le symbole d'un contrôle total. L'Allemagne de l'Ouest regardait vers l'Ouest, l'Allemagne de l'Est vers l'Est, et au milieu de cet antagonisme, Berlin fut coupé en deux. Bien que la division physique ne se matérialisât qu'en 1961 avec la construction du mur, la séparation mentale, émotionnelle et administrative commença bien plus tôt. Des milliers de familles furent divisées, les lignes de tramway s'arrêtaient à des barricades improvisées et les gauches devenaient des points de contrôle. Mais peut-être la partie la plus douloureuse fut la fragmentation de la mémoire collective. Chaque Allemagne construisit un récit différent de ce qui s'était passé. À l'Ouest, on parlait de reconstruction, de pardon, de regarder vers l'avant. Les crimes du nazisme étaient reconnus, mais on commençait aussi timidement à parler des victimes allemandes. Peu à peu, le discours devint plus nuancé, bien que jamais exempt de controverse. À l'Est, cependant, le récit officiel était binaire. La RDA se considérait comme antifasciste héritière de la résistance ouvrière. Les crimes soviétiques, les déportations massives, les viols et la répression étaient passés sous silence. La douleur allemande n'existait pas, sauf celle du prolétariat. Les Trümmerfrauen, par exemple, étaient exaltées comme des héroïnes du socialisme, mais pas comme des victimes de l'effondrement national. Malgré tout, l'Allemagne renaquit. Ou plutôt, les deux Allemagnes renaquirent chacune à sa manière. À l'Ouest, avec l'aide du plan Marshall, des villes entières furent reconstruites, des usines érigées et les infrastructures modernisées. À l'Est, sous la pression soviétique, un système industriel planifié fut développé avec des avancées dans l'éducation, le logement et la santé. Mais au prix de la liberté individuelle, Berlin devint l'épicentre de la tension internationale, là où autrefois la bataille pour la ville avait eu lieu. Maintenant, la bataille des idées se déroulait. La ville divisée était un symbole mondial, un lieu où la guerre froide avait un visage humain. Et pourtant, la plaie ne se referma jamais complètement. La souffrance de millions de civils allemands, les expulsions, les viols, les massacres, fut ignorée pendant des décennies. En partie par honte, en partie par imposition extérieure, en partie par peur de réveiller des démons endormis. Ce n'est qu'avec la chute du mur en 1989 et la réunification en 1986 qu'un véritable processus de mémoire commença. Lentement, l'Allemagne commença à regarder non seulement vers l'avenir, mais aussi vers le passé complet, avec toute sa complexité, toutes ses ombres et toutes ses victimes. Malgré tout, l'Allemagne renaquit, laissant derrière elle ses péchés et les abus qu'elle avait subis. Mais l'histoire laissa des cicatrices qui palpitent encore aujourd'hui sous le béton. Dans les quartiers où les femmes dégageaient autrefois les décombres, il y a maintenant des cafés et des galeries.
Dans les places où les monuments furent effacés, il y a maintenant des plaques commémoratives. Et dans l'esprit de ces citoyens, l'idée d'identité reste un puzzle construit pierre par pierre à partir du traumatisme. Car on peut encore visiter les camps de concentration où le plus grand génocide de l'histoire humaine fut perpétré, mais nous reconnaissons aussi que l'innocence a payé pour les coupables et que la mémoire doit inclure toutes les victimes, pas seulement celles que les puissants souhaitent mettre en avant.